Ouais, c'est bon, on arrive, on arrive. Bonjour, centre de communication interdimensionnelle, que puis-je à votre service? Bonjour, veuillez transmettre mon appel aux coordonnées ci-jointes. Merci. Bien entendu. Tiens, vous êtes de la guide orientale. Quelle nouvelle de la bordure extérieure? Tout va très bien, merci. Pas très causant, le gars. Vous avez le nom de votre correspondant? Non, ça ira, c'est en réseau privé virtuel. Bien, je vous mets en relation avec votre interlocuteur. Alors, voyons voir. Code D23578 SSB? Hey! C'est les coordonnées de Sky! Dans quoi il s'est fourré encore? À mesure que je poursuivais le voyage, le Nautilus et ses moyens de propulsion excitaient de plus en plus ma curiosité. Répondant à l'invitation de mon hôte, je visitais le navire de fond en comble. Le capitaine Nemo paraissait décidé à tout me montrer. Nous nous rendîmes au cœur même du vaisseau, dans la chambre de chauffe. Salut Sky, toujours à la recherche d'un scoop? Un scoop? Hé, Richard! Qui me vaut l'appel du grand officier de la guilde orientale des planètes unies. On va peut-être penser à changer de nom un de ces jours, hein. Bon allez, c'est quoi l'info? Lâche le morceau. Mais attention, hein. Tu m'envoies pas dans un de tes patelins remplis de bestioles. LV426 m'a suffi la dernière fois. Non, pas cette fois. Moi, c'est certaines replays sur l'affaire. Bon, difficile de parler du scoop sans se faire repérer par l'chronicité. On se check au dernier bar. C'est situé sur Titan, un des satellites naturels de Saturne. Carrément au dernier bar avant la fin du monde. C'est du sérieux ton truc. En effet, un trafic énorme, et sous commandité par l'Empire lui-même. Ton contact s'appelle Shizor. Et à quoi il ressemble ton bonhomme? C'est un renard qui travaille pour son compte, un Mandalorien. Tu le reconnaîtras à son casque. Ça m'aide vachement. Bon allez, salut. Ah non, pas cette fois. Tu restes à la maison, champion. T'inquiète, on reste connecté.
C'est par où? J'ai rien compris. Articule quand tu parles. Envoie-moi les coordonnées, ça ira plus vite. À tout à l'heure. Champion, c'est quoi ces coordonnées que tu m'as transmis? Passe-moi Mazden. Ouais, tu veux Sky? Je suis perdu. Tu cherches un niveau? Le dernier bar. Le bâtiment derrière toi, c'est juste en bas. T'es sûr? Eh, fais confiance, quoi. Ouais, bah justement. Comme par hasard. On sort de cet univers où d'ailleurs c'est toujours la même chose. Les escalators ne marchent jamais. Surtout quand ils essaient de reproduire ceux du 21e siècle. M'aidez. Champion, vite, ça urge. Des indésirables à 12 h. Comment je fais? Vite! L'école? Quelle école? Je vais voir. J'y vais. C'est bon, je suis devant. Comment? Dans l'école? Hein? Ouh là là! Oh pardon, je suis vraiment désolé. Attendez. Jules Verne. C'était un sacré bonhomme, lui. Oui, il paraît. Une âme d'aventurier, sans doute. Certes, mais il était bien plus que cela, vous savez. Mais attendez, je suis désolé, je suis en retard. À bientôt. Richard? Bon, il est parti, là. C'est bien passé? Il m'a même pas reconnu. Et vous là-bas, vous êtes prié de laisser votre arme à l'entrée. Qui, moi? Je suis pas armé, je suis journaliste. C'est peut-être pas un sabre laser à votre jambe là? Quoi, ça? C'est pas une arme, c'est mon micro. Une création des manufactures Isvala, l'un des plus grands inventeurs du multivers. Dites-moi votre relique là. Faudrait pas le crier sur tous les toits si vous voulez pas que ça disparaisse. Si vous voyez ce que je veux dire. Merci. Je vous en prie. Vous voulez boire un truc? Un zombie galactique, s'il vous plaît. Ah, très bien. Vous n'auriez pas vu des Mandaloriens par hasard? J'avais rendez-vous et... Les Mando? Ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas vu ici, mais vous savez, les primes, ça court pas les astéroïdes. Ah mince. Vous avez les toilettes? Ouais, les meilleures de toute la galaxie. Juste en bas des escaliers à droite. Par contre, il va vous falloir une accréditation. Pourquoi? C'est pas gratuit pour faire pipi ici? Si.
Mais si vous voulez pas tomber sur Godzilla en allant aux chiottes, il va vous falloir un petit mot de passe. On va prendre le mot de passe alors. Bienvenue au dernier bar avant la fin du monde. Je suis Alexandra, relation humain-cyborg. En quoi puis-je vous aider? Mais qu'est-ce que... Ah oui, le mot de passe. 42. Yes. Voulez-vous visiter le dernier bar avant la fin du monde? Ma foi, pourquoi pas? Comme la fin du monde approche. Mais d'abord, je dois passer aux toilettes. Venez, je vous y conduis. Bienvenue aux toilettes du dernier bar avant la fin du monde. Je dois vraiment rentrer là-dedans? Tout à fait, vous avez ici tous les dispositifs nécessaires. Oh bah bravo. Ne vous inquiétez pas, il y a même les 3 petits coquillages. Bienvenue au dernier bar avant la fin du monde, vous êtes ici dans la salle Steampunk. Oh, c'est génial. Mais dites-moi Alexandra, que fait-on ici exactement? Quelle est la spécificité du dernier bar avant la fin du monde? Le dernier bar avant la fin du monde est un bar, un restaurant et un lieu de vie des expressions des cultures de l'imaginaire. Nous avons ici une bibliothèque, une ludothèque et de quoi manger et boire. Wow. Mais on est à Paris? Exactement. Nous avons reproduit le quartier de Paris tel qu'il était entre 2021 et 2022. Il n'y avait pas des problèmes à cette époque-là hein? Oui, c'était un peu tourmenté, pandémie, attaque zombie, apparition du Toulouse, pluie de météorites, mais bon, c'est la fin du monde quoi. Wow. Bienvenue au dernier bar avant la fin du monde. On est où ici hein? On est ici dans la salle Singularity, c'est notre lieu d'événements, de conférences et d'animations en tout genre. Quoi comme animation? Il y a différentes choses, vous allez le voir aujourd'hui, une expérience folle avec des dinosaures partout et notre exposition les accueille, mais aussi différentes conférences, pourquoi Dune est une œuvre de science-fiction majeure ou pourquoi le mythe est si petit. Merci pour votre visite au dernier bar avant la fin du monde. Je suis Alexandra, relation humain-cyborg. D'accord. Hein? Oh, ne vous en faites pas, les règlements de compte sont donnés courant ici. Soyez heureux. Merci Alexandra. Du dernier bar avant la fin du monde. Sympa ce dernier bar avant la fin du monde. Et cette petite rétrobot très charmante. Mais il n'y a personne. Tant mieux. Comme ça, je serai tranquille pour mon rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu de ce soir? Une conférence sur les Vikings avec Alexia Henriksen. Et pourquoi pas? Ça me changerait de mes émissions rétro-futuristes. Ok, je valide. Et puis, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les Vikings, vous pouvez toujours regarder après mon émission. Il y aura un lien juste affiché après. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trouvez le foin et stoppez le train. Le dernier jeu de rôle tiré de la série Cowboy Bebop. Je veux, tout de suite, maintenant. Et en plus, il y a une super interview. Ok, je valide. Et une fois de plus, si vous voulez en savoir plus, ce sera juste après mon émission. La suite. Jules Verne, aux origines de la pop culture et de la science-fiction. Hein? Avec Nicolas Allard? Nicolas Allard? Mais oui, c'est Nicolas Allard. Mais je le connais. On a fait l'émission il y a plus de 150 ans. Ça alors, Nicolas Allard. C'était une chouette époque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux auteurs de notre temps. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Allard, professeur de lettres dans le futur et auteur de nombreux ouvrages consacrés à un genre littéraire qu'on appellera plus tard la science-fiction. Bonjour Nicolas et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour.
Vous êtes auteur d'un ouvrage consacré à Jules Verne, aux origines de la pop culture et de la science-fiction. Tout d'abord, sans rentrer dans une biographie détaillée de cet auteur, qui était Jules Verne? Et qu'est-ce qui a amené au succès que l'on connaît aujourd'hui et que l'on connaîtra encore demain? Alors Jules Verne, c'est un écrivain du 19e siècle qui est né à Nantes en 1828 et mort à Amiens en 1905, donc il a parcouru une grande partie du 19e siècle. Il est l'auteur de plusieurs romans qui figurent dans une même collection qui s'intitule Les Voyages extraordinaires. Ce sont des romans d'aventure, mais aussi des romans de science-fiction. Avec Mary Shelley et H.G. Wells, il est à l'origine justement de ce genre qui va marquer considérablement les arts au 20e et au 21e siècle. Et Jules Verne, c'est un écrivain qui justement va avoir l'idée de modifier le roman d'aventure tel qu'il existait auparavant, puisque grâce à lui, on va faire le tour du monde connu, mais aussi du monde inconnu. Il va emmener les hommes dans l'espace, avec de la Terre à la Lune. Il va les emmener au fond des mers, avec 20 000 lieues sous les mers. Et il va envisager effectivement un certain nombre d'innovations qui vont marquer durablement les esprits humains et qui vont faire que Jules Verne va être non seulement un écrivain très apprécié en France, mais aussi très apprécié à l'étranger de son vivant. C'est l'un des écrivains qui est les plus lus au monde, puisqu'actuellement c'est le deuxième écrivain le plus traduit au monde après Agatha Christie, et l'héritage culturel qui est le sien est absolument considérable. Il n'a pas toujours été considéré comme finalement un écrivain de premier plan par les auteurs de son époque, comme Émile Zola, qui avait tendance à le regarder de façon un peu méprisante, sans doute par jalousie, mais en réalité c'est un des écrivains les plus importants de la seconde moitié du 19e siècle, et également du siècle suivant, puisqu'il continue à être massivement lu, traduit et adapté. Il fait partie des 4 écrivains les plus adaptés actuellement au monde dans les supports cinématographiques et télévisuels. On compte plus de 300 adaptations de ses Voyages extraordinaires en 2021, ce qui est absolument considérable. Pourquoi Jules Verne est-il considéré aujourd'hui, enfin plutôt demain, comme le père de la science-fiction? Quel en a été l'impact dans le futur? Alors, comme le père de la science-fiction, le premier véritable roman de science-fiction, ce n'est pas Jules Verne qui l'a écrit, c'est Mary Shelley avec Frankenstein en 1818, mais c'était finalement une tentative qui n'a pas donné lieu à beaucoup d'autres romans qui ont suivi celui-ci. Alors que Jules Verne, c'est le premier écrivain au monde à vraiment avoir l'idée que la science peut être un élément intéressant dans une intrigue, que ça peut constituer finalement le cœur même d'une histoire que l'on raconte, et il le fait effectivement de façon récurrente, à la différence de Mary Shelley. Donc on a beaucoup de romans de Jules Verne, pas tous mais beaucoup, qui sont ce qu'il appelait à l'époque des romans de la science, donc des romans qui s'inspirent des découvertes scientifiques ou des connaissances scientifiques de l'époque pour nous raconter une histoire qui va changer finalement de ce que l'on peut connaître traditionnellement, surtout à une époque où on écrit beaucoup de romans réalistes ou naturalistes, des romans qui sont en phase avec la réalité et qui ne permettent pas véritablement une évasion. Et c'est le père de la science-fiction parce que c'est le premier finalement à avoir l'idée que ce nouveau genre de littérature, un mode de littérature où on mêle les sciences à la littérature ou parfois même à la philosophie, eh bien, il pense que ce nouveau mode-là peut intéresser beaucoup de personnes différentes et donc il va lui-même ensuite inspirer par ses écrits le romancier britannique H.G. Wells qui est considéré comme l'un des grands pères fondateurs également de la science-fiction comme pouvait l'être Jules Verne et donc vraiment c'est une figure majeure de ce mouvement-là, même si le terme de science-fiction en tant que tel n'apparaîtra véritablement qu'au XXe siècle pour désigner ces textes-là écrits par Jules Verne, H.G. Wells ou Mary Shelley. Dans votre livre, vous parlez de pop culture. En quoi Jules Verne a-t-il influencé les codes, les cultures de l'imaginaire, les genres littéraires, voire même le cinéma? Alors Jules Verne, effectivement, dans mon livre Les mondes extraordinaires de Jules Verne, j'essaye de le présenter à partir d'un angle différent. Jules Verne, comme père de la science-fiction, ça a toujours été presque une évidence, mais comme père de la pop culture, ça n'avait jamais été démontré. Et il me semble que c'est une des raisons pour lesquelles, justement, il est autant considéré à l'étranger et regardé parfois avec mépris en France, parce qu'en France, effectivement, on a un rapport particulier à la pop culture. On a tendance parfois à considérer avec un certain dédain des œuvres qui, en réalité,
sont très intéressantes. La pop culture, on peut la définir d'ailleurs comme une œuvre de divertissement, mais un divertissement intelligent qui peut s'adresser aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus âgés. Et c'est également un type de divertissement qui a le mérite à chaque fois d'avoir une dimension internationale, puisque les œuvres de pop culture, elles ont toujours tendance à échapper à la seule sphère géographique dans laquelle elles ont été composées. Jules Verne est le père de la pop culture parce que c'est le premier à avoir l'idée finalement que la littérature peut être un divertissement populaire qui va être très exigeant, qui va pouvoir plaire aussi bien aux enfants qu'aux plus âgés, parce qu'il travaillait beaucoup ses textes, il avait tendance justement à vouloir que ses textes soient très bien écrits, on sait qu'il y consacrait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et en même temps, par ses pratiques d'écriture, eh bien, il a mis en œuvre des concepts qui vont être ensuite majeurs dans la pop culture. C'est lui qui invente le concept d'univers étendu, qui est maintenant si important dans la pop culture. On lui doit également des concepts qui vont être utilisés dans beaucoup d'œuvres de pop culture comme le crossover par exemple, qui va être beaucoup repris par Stan Lee dans les comics américains, et Stan Lee était un grand lecteur de Jules Verne, donc le crossover qui consiste à réunir dans une même histoire des personnages qui appartiennent à des univers ou des histoires différentes, et Jules Verne va y penser notamment dans une de ses pièces de théâtre qui s'appelle Le Voyage à travers l'impossible. Et puis Jules Verne va également développer le concept de continuité rétroactive que l'on connaît parfois sous le terme de retcon, qui consiste, quand une histoire a déjà été bien développée, à apporter des éléments supplémentaires sur le passé de cette histoire ou sur le passé des personnages pour complexifier cette histoire, pour surprendre également le lecteur ou le spectateur. Et George Lucas justement va reprendre ce concept-là à Jules Verne pour le fameux Empire contre-attaque dans lequel Dark Vador révèle à Luke qu'il est en réalité son père. Donc Jules Verne est à l'origine d'un certain nombre de concepts qui vont être à l'origine de la pop culture. C'est le cas également de son éditeur, Pierre-Jules Hetzel, qui va tout de suite percevoir le fait qu'on s'adresse à cette époque-là à des lecteurs, mais qu'on devrait aussi s'adresser, pourquoi pas, à des fans. Et donc il va mettre en place des campagnes publicitaires autour des romans de Jules Verne. Il va veiller également à ce que les romans de Jules Verne présentent de belles éditions, les fameuses éditions Hetzel avec la belle couverture rouge et dorée, qui sont illustrées et dans lesquelles donc on peut considérer, quand on aime les romans de Jules Verne, que l'on a là un objet de collection, un objet que l'on va vouloir acheter, se procurer. Et effectivement, les romans de Jules Verne vont très tôt donner lieu à des objets, des produits dérivés qui sont vraiment maintenant un élément essentiel, central de la pop culture. Et puis c'est également le père de la pop culture parce que ces romans ont inspiré un grand nombre d'artistes de pop culture à travers le monde. Je parlais de George Lucas. Avec Steven Spielberg, ils ont une co-création commune, Indiana Jones, qui est vraiment un héritier direct des Voyages extraordinaires. Il y a vraiment dans Indiana Jones l'ADN des Voyages extraordinaires de Jules Verne. On a également des artistes dans le cadre du cinéma comme James Cameron qui s'inspire beaucoup des Voyages extraordinaires. Notamment pour composer le film Titanic, il s'est inspiré d'un roman de Jules Verne qui s'appelle Une ville flottante, qui se passe là aussi sur un paquebot transatlantique. Et on évoque le danger des icebergs, le danger également de l'orgueil humain qui se croit supérieur à la nature. Et il y a également un triangle amoureux tragique, comme c'est le cas dans le film de Cameron. Et puis il y a beaucoup d'autres artistes, notamment dans le rétrofuturisme, qui vont s'inspirer fortement de Jules Verne. Hayao Miyazaki dans le domaine japonais, et à sa suite beaucoup de mangaka ou d'artistes japonais comme Akira Toriyama ou Eiichiro Oda avec One Piece. Et puis on a également dans le domaine plus francophone, plus proche de nous, beaucoup d'auteurs de bandes dessinées qui vont s'inspirer des Voyages extraordinaires de Jules Verne. Hergé bien entendu avec les aventures de Tintin, même si il a toujours veillé à se détacher de cela, il ne voulait pas être trop fortement associé à Jules Verne, sans doute par peur d'être considéré comme plagiaire. On a également Tardy avec les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, le démon des glaces, etc. Et puis dans la bande dessinée européenne, on a également dans le domaine belge les cités obscures de François Schuiten et Benoît Peters. Et dans le domaine anglo-saxon, la Ligue des Gentlemen extraordinaires. Tous ces artistes-là que j'ai évoqués, donc Stan Lee dans le domaine américain, sont des artistes qui sont des enfants de Jules Verne, soit de façon très directe, c'est-à-dire que ces artistes-là revendiquent clairement le fait d'être des héritiers de Jules Verne, ou alors de façon plus indirecte. Ils ne l'admettent pas toujours, ou ils ne le savent pas toujours explicitement, mais les œuvres qu'ils ont admirées, qui les ont inspirées, étaient elles-mêmes des œuvres qui étaient inspirées des grands romans de Jules Verne.
Alors, il me semble que dans le futur, un de vos auteurs appelé Johan Elliott en a fait un héros d'un roman appelé La Trilogie de la Lune. Enfin, le premier tome, je crois. Oui, c'est ça qui est fascinant avec Jules Verne, finalement, c'est qu'il est devenu lui-même, au fil du temps, un personnage populaire, un personnage de la pop culture. Il est autant connu, sinon plus connu, par exemple, que ses principaux personnages, comme le Capitaine Nemo ou Phileas Fogg, par exemple, et au point qu'il devienne maintenant de plus en plus un personnage principal d'intrigue. Donc il y a effectivement la trilogie lunaire de Johan Elliott, et avec le premier roman notamment La Lune seule le sait, où il est un espion envoyé par Victor Hugo pour enquêter sur la Lune et pour essayer de remettre en cause le pouvoir jugé despotique de Napoléon III. Il est également le personnage principal d'un manga qui s'appelle City Hall, un manga français rétro-futuriste, où là ce qui est drôle c'est que non seulement c'est le personnage principal, mais il est doté de pouvoirs qui sont quasiment super-héroïques. Et ce qui est fascinant vraiment avec lui, c'est qu'il y a d'autres artistes qui sont très connus dans le monde, mais qui ne sont pas devenus des personnages à part entière. Et c'est peut-être parce que Jules Verne, sa vie, elle a toujours été entre le mythe et la fiction. C'était quelqu'un qui aimait bien voyager, c'est quelqu'un qui aimait bien aussi romancer un petit peu une partie de sa vie. Et donc, je pense qu'il a contribué de ce fait même à devenir un personnage de la pop culture. Comme j'aime parfois le dire, il y a un autre grand romancier qui est un héritier de Jules Verne à cette époque-là, c'est Edgar Rice Burroughs, qui a écrit Tarzan, qui a écrit également Les Aventures de John Carter. Si demain on interroge dans la rue des gens leur demandant qui est Edgar Rice Burroughs, on aura très peu de réponses précises à ce sujet. Si on leur demande qui est Tarzan, tout le monde sera capable de répondre. Eh bien, si on faisait la même chose avec Jules Verne, si on disait qui est Jules Verne, tout le monde serait capable de répondre, alors qu'il a créé des personnages qui sont très populaires, comme le Capitaine Nemo, un Capitaine Nemo qui est au moins aussi populaire que Tarzan. Donc c'est la preuve que Jules Verne s'est imposé comme une grande figure populaire, et de plus en plus maintenant, c'est vrai, dans les productions artistiques, que ce soit des productions romanesques, des productions dans le domaine du manga, de la bande dessinée, eh bien Jules Verne est un personnage à part entière, un personnage au moins aussi connu que le Capitaine Nemo ou Phileas Fogg. Malgré le succès mondial des œuvres de Verne, qu'est-ce qui explique, encore peut-être demain, la reconnaissance tardive des élites littéraires françaises ? Alors c'est lié au fait qu'en France, on ait finalement une certaine importance qui soit accordée depuis le 19e siècle à la littérature réaliste. Pendant longtemps, le roman a été considéré avec dédain en France. Soit on considérait que c'était un genre immoral, soit on considérait que c'était un genre futile, qui n'avait pas véritablement d'intérêt, sinon divertir les enfants ou les adolescents. Et le réalisme a contribué à donner au roman ses lettres de noblesse, donc fait de ce genre le genre littéraire qui maintenant est dominant. Mais le problème, c'est qu'en France, il y a une telle tradition, un tel lien qui s'est établi entre le roman et le réalisme, puis le naturalisme, qui est une forme d'ultra-réalisme en un sens, et bien que l'on n'a pas considéré qu'il était possible au roman d'être de très grande qualité, tout en étant un genre de l'imaginaire, un genre qui permettait d'offrir une évasion, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Donc Jules Verne, finalement, a été considéré avec mépris par ses contemporains, en tous les cas par une partie du milieu littéraire, précisément parce qu'il n'entrait pas dans les codes qui étaient dominants à son époque. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que de plus en plus, la situation évolue. On est avec de nouvelles générations qui s'intéressent de plus en plus en France aux littératures de l'imaginaire, qu'il s'agisse de la science-fiction ou de la fantasy. Et donc, les œuvres de Jules Verne, eh bien, sont de plus en plus canonisées, même dans le milieu universitaire, où on a de plus en plus d'essais, de recherches qui portent sur son œuvre. Le centenaire de sa mort en 2005 a également contribué à lui redonner une certaine importance dans les consciences. Et puis, c'est un auteur qui continue, comme je le disais, à être massivement adapté, ce qui va contribuer justement à bien montrer la modernité de son œuvre, le fait que son œuvre soit toujours d'actualité et toujours un intérêt, que l'on soit jeune ou que l'on soit moins jeune. Aventurier dans l'âme et visionnaire, y a-t-il un message dans les œuvres de Verne finalement ? Alors il y en a plusieurs en fait des messages. Le message principal peut-être c'est que l'aventure c'est quelque chose de vital pour l'être humain. Jules Verne nous montre que l'aventure ce n'est pas finalement une notion qu'on devrait considérer avec mépris ou considérer qu'elle est futile, inutile, qu'elle ne concerne peut-être que les enfants et leur imaginaire. Il veut nous montrer vraiment que l'aventure c'est ce qui donne finalement du sel à notre vie, c'est ce qui permet à notre vie de ne pas être tout à fait conforme à celle des animaux
animaux. C'est le grand philosophe français Vladimir Jankélévitch, dans un essai qui a été publié dans les années 60, qui dit finalement que l'aventure, c'est ce qui fait de l'être humain un demi-dieu, quelqu'un qui va sortir justement du règne animal, parce que l'aventure, c'est une action gratuite, c'est une action qui ne nous est pas imposée par notre quotidien. On choisit de partir à l'aventure, de se mettre soi-même en danger parce que c'est exaltant. Donc ça, je crois que c'est le message principal des Voyages extraordinaires, mais ensuite il y a beaucoup d'autres messages très importants. Il y a une dimension écologique dans les romans de Jules Verne. On ne peut pas dire que c'est un écrivain écolo pour autant, mais il y a une sensibilité écologique qui est déjà présente chez lui, dans la préservation des écosystèmes marins qui est évoqué par exemple dans 20 milieux sous les mers. Il y a également aussi un certain progressisme. C'est vrai que ces romans ne donnent pas beaucoup de place aux femmes par exemple, mais ils en donnent beaucoup plus que ce qui pouvait exister précédemment dans les romans d'aventure. Et puis Jules Verne également envisage la possibilité non seulement que des femmes puissent être des personnages principaux de romans d'aventure, mais qu'elles puissent également se marier avec des hommes qui appartiennent à une autre culture. C'est le cas dans Le Tour du monde en 80 jours, où le personnage de Phileas Fogg, qui est anglais, épouse à la fin du roman Aouda, qui est indienne. Donc il y a un certain progressisme effectivement qui est présent dans ces romans et que l'on va retrouver ensuite d'ailleurs dans les œuvres de pop culture, puisque souvent dans les œuvres de pop culture, les antagonistes sont en fait des personnes qui ont un conservatisme qui est excessif, qui ne veulent pas finalement faire progresser la vision des choses. Et puis peut-être qu'un dernier message important de Jules Verne, c'est de dire que la science, c'est quelque chose d'important. Il y a une certaine promotion de la science qui est présente dans ses romans, mais en même temps avec un regard qui se veut critique, c'est-à-dire que Jules Verne montre bien que les sciences ne doivent pas être bannies, qu'elles sont une bonne chose pour l'humanité, mais qu'il faut savoir également les utiliser, les mobiliser à bon escient, que science sans conscience, effectivement, n'est que ruine de l'âme. Et c'est une pensée assez intéressante à son époque, parce que à son époque, on a tendance justement, en pleine révolution industrielle, à mettre la science sur un piédestal, sans toujours regarder, porter sur elle un regard critique. Et Jules Verne est déjà conscient du fait que la science est nécessaire au progrès de l'humanité, mais qu'elle peut avoir un certain nombre d'aspects négatifs, des aspects face auxquels il faut justement être vigilant. Alors, il me semble qu'un livre publié post-mortem est sorti dans le futur, mais impossible d'y accéder dans notre époque. Il s'agissait de Paris XXe siècle, je crois. Oui, Paris au XXe siècle, effectivement, c'est un roman qui n'a pas pu être publié par Hetzel, l'éditeur de Jules Verne, parce qu'il le trouvait trop sombre. C'est une dystopie. On est effectivement à Paris au XXe siècle, et Jules Verne montre à quel point la société qui a beaucoup progressé, eh bien, a progressé de façon, d'après lui, négative. On n'accorde plus beaucoup d'importance dans cette société-là au savoir, à la culture, à la lecture. C'est une société qui est très impersonnelle, où les êtres humains finalement travaillent beaucoup, mais ne sont pas beaucoup en interaction les uns avec les autres. Une société qui donne beaucoup d'importance, peut-être trop d'importance, aux questions économiques. Et donc, c'est une société qui est plus avancée que celle dans laquelle vivait Jules Verne au XIXe siècle, ce Paris au XXe siècle, mais ce n'est pas une société dans laquelle les hommes et les femmes sont très heureux. Et c'est un roman qui, en un sens, avant même Le meilleur des mondes, annonce déjà une évolution de la société hyper scientifisée, qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc Jules Verne, là, nous met en garde, non pas contre la science dans l'absolu, mais contre une mauvaise utilisation des connaissances scientifiques. Alors ma question va peut-être vous sembler redondante, mais qu'est-ce qui vous a amené à écrire un essai sur cet auteur ? Déjà, j'aime beaucoup Jules Verne. Je trouve que c'est un auteur qui mérite d'être beaucoup plus considéré en France qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. Je pense qu'on peut être fier en tant que Français d'avoir Jules Verne comme auteur. C'est le deuxième auteur le plus traduit au monde. C'est un auteur qui est admiré par un certain nombre d'artistes que moi-même j'apprécie beaucoup, comme George Lucas par exemple. Et donc, j'avais envie d'écrire cet essai déjà pour rendre hommage au travail de Jules Verne, à ses romans, et puis également pour montrer vraiment à quel point ces romans avaient été à l'origine d'une culture qui maintenant nous concerne tous, qu'on l'apprécie ou pas, la pop culture qui est présente vraiment pratiquement dans tous les aspects de notre quotidien, que ce soit à la télévision, dans les films, en littérature, en bande dessinée, en jeux vidéo également, mais aussi dans les produits dérivés, dans les campagnes marketing, etc. La pop culture nous entoure véritablement, et je voulais vraiment montrer que Jules Verne en était le père, aussi bien par les romans qu'il a pu écrire et qui ont inspiré un grand nombre d'artistes à travers le monde, mais également par les pratiques d'écriture qui ont été les siennes, puisque
puisque comme je le disais, il a mis en œuvre un certain nombre de concepts qui vont vraiment être absolument centraux, essentiels dans le développement de la pop culture. Et comme c'était finalement un point de vue qui n'avait jamais été développé précédemment, ça m'intéressait vraiment, moi aussi, de partir en quelque sorte à l'aventure, cette fois-ci plus une aventure de la pensée, et de montrer à quel point cet auteur est bien sûr le père de la science-fiction, mais peut-être plus encore le père de la pop culture. Merci infiniment Nicolas Allard pour votre témoignage et je vous souhaite un très bon retour dans votre siècle. Merci beaucoup. Très chers vaporistes, merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle aventure rétrofuturiste. Ah, Jules Verne et ses voyages extraordinaires dans le Nautilus. Quelle aventure, c'était trépidant. Ça me manque quand même. C'est fermé. Good deal. Viens par ici qu'on cause, toi et moi. Qui, moi? Mais j'ai rien fait, je suis qu'un honnête citoyen. Arrête tes salades, Good deal. Fallait y penser avant. Le Bélial t'avait laissé 24 heures pour apporter la marchandise. Et au lieu de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu refourgues les bouquins sur le marché noir. Foutaise! J'avais l'empire des chronicités aux fesses. Ils avaient contrôlé toute la cargaison. J'ai dû tout balancer. Joue pas avec moi, Good deal. Viens par ici. Le Bélial sera ravi de te revoir. Tu l'as touché. C'est quoi ça, Good deal? La lecture pour la jeunesse? Allez, ramène-toi. Ah oui, en effet, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi. Good deal a réussi à s'enfuir, mais j'ai pu récupérer une petite partie de la marchandise. Je te la rapporte dès que j'ai terminé mon entretien avec le journaliste. A plus tard, Pierre-Paul.
Le bar. Que trouve-t-on exactement au dernier bar avant la fin du monde? Des cocktails, bien sûr. Pourriez-vous nous livrer les secrets de fabrication de l'un de vos meilleurs cocktails galactiques? Faites-nous rêver, Alexandra. Hop. De quoi je vais parler? Je vais parler d'un cocktail qui s'appelle le Martian Treatment. Parce que je trouve que c'est un bon cocktail. C'est un cocktail au gin avec... Attends, je vais peut-être boire ça avant. Bonjour. C'est un type de cocktail, comment le vendre? Moi je dirais que c'est un cocktail, c'est pas vraiment... plutôt sucré quand on voit un petit peu les ingrédients qu'il y a dedans, mais quand je dis sucré, c'est pas, on va pas partir dans le diabète, le truc à base de tiens, je vais mettre du sirop dans mon coca MDR. Non, c'est plus... En gros, c'est du concombre qu'on pile avec du basilic et on ajoute du gin, du jus de pomme, du jus de litchi. Donc oui, ça va être un peu sucré de manière générale, mais il y a vraiment le goût du basilic qui va ressortir derrière. Et puis on ajoute un petit peu de sirop de pastèque et on en met très peu du sirop de pastèque parce que du coup après ça... Mais du coup un poil de pastèque ça va très bien se marier du coup avec le concombre et basilic, ça... Je mouline. Ouais, non, mais c'est vrai que... Mais il est où Marco? Il est où? Donc je disais le champ de ginger IPA qui est vachement bien parce que du coup c'est un cocktail qui est bien équilibré, qui va être un peu sur des tendances sucrées encore, mais justement pas trop, vraiment pas trop parce qu'il y a pas mal de... Il y a des petits quartiers de citron vert qu'on presse avec donc du sirop de pain d'épices. Et on ajoute un peu de rhum blanc, un peu de rhum brun, du triple sec, un peu comme pour un Mai Tai, avec du jus de poire en plus. Et puis on le sert dans ces petites bouteilles toutes kiki. Oh, quelle est kiki! Oh non. Donc, et puis justement pour les gens qui veulent des petits cocktails au rhum, un poil gourmand et un peu épicé parce que on sent quand même le petit côté gingembre, un poil le petit côté un peu épicé qui trace sur la langue. C'est parfait. Salut. Faut que je dise salut, c'est Marco du Dernier Bar. Bon ben des bisous, c'était Marco des Derniers Bars.